l'impression de satisfaction parce que d'abord nous allons recevoir un grand monde pour faire la promotion de notre secteur. Vous savez, sur le plan historique, aujourd'hui, le Mali en a besoin, compte tenu de tous les événements qui se sont passés dans ces 3 dernières années. Nous sommes restés sur la ligne rouge en termes de promotion et en termes de plus de destinations comme un pays où il faut aller investir. Avant c'était le cas, mais avec tous les événements qui se sont passés, vraiment cette prise de destination a été vraiment minimisée par les investisseurs. Donc aujourd'hui, si on arrivait à organiser un événement aussi grandiose comme les journées minières et pétrolières, je crois qu'on ne peut que s'en réjouir et féliciter évidemment le département et tous les partenaires qui ont concouru à la réalisation de l'événement. Parce que cela va nous permettre évidemment de montrer encore aux yeux du monde que le Mali est un pays où il fera bon, il fait toujours bon d'aller investir. C'est un thème classique parce que la contribution du secteur minier à l'économie nationale n'est plus à démontrer. Pour ceux qui connaissent l'histoire, en tout cas, de l'économie de notre pays depuis l'indépendance à aujourd'hui, si je peux me permettre de faire une petite classification, si vous prenez le Mali a connu 3 républiques, la première république qui s'étend de 1960 à 1968, qui est une république socialiste où les biens, l'ensemble des biens appartenaient au peuple. Donc à ce moment, on ne saurait parler d'un code minier. Il n'y avait pas de code minier. Mais de 1968 à 1991, qui correspond à la période évidemment des militaires, bon, là également, on a connu une économie libérale qui dit son nom, mais qui est calquée évidemment sur l'ancienne République, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose en termes de création d'infrastructures industrielles ou bien routières ou bien ferroviaires, parce que la première République avait tout mis en place. Et là également, le secteur minier est resté parent pauvre parce que ne disposant pas d'une politique adéquate pour sa promotion, pour son émergence. Mais à partir de 1991, nous avons commencé à amorcer évidemment la 3e République. Et cette 3e République, évidemment, qui a débuté par une transition, cette transition nous a permis évidemment de construire un code minier assez attirant, ce qui fait bien que dès l'entrée de la 3e République en action, elle s'est trouvée avec beaucoup de compagnies de dimension internationale qui sont venues évidemment pour en tout cas investir dans notre pays. Donc avec ça, je crois que vraiment en 2 décennies aujourd'hui, nous avons pu réaliser à peu près une dizaine de mines de grande taille et dont l'apport à l'économie nationale n'est plus à démontrer. Depuis cette 3e République à aujourd'hui, le secteur minier a toujours apporté bon an mal an, ça se chiffre entre 150 milliards à 300 milliards de francs CFA comme apport dans l'assiette du pays, ce qui n'est pas du tout mal. Et ensuite, il y a également beaucoup d'emplois qui chevauchent entre 7 500 jusqu'à 12 000 emplois créés par les activités minières. Cela est extrêmement important. Et en marge de tout cela, il y a également l'artisanat minier qui contribue beaucoup à la lutte contre la pauvreté, parce que ça permet évidemment à la population locale d'avoir des activités et ensuite de faire face évidemment à leurs besoins récurrents, tels que par exemple les frais de scolarité des enfants, les frais d'éducation des enfants, etc., ou bien même le paiement des dots de mariage. Donc c'est artisanal également, bien vrai qu'il est informel, c'est à saluer, et c'est pourquoi d'ailleurs la Chambre est venue avec une feuille de route pour appuyer l'État afin que cette activité informelle soit développée et que non seulement les acteurs puissent y tirer profit, mais également que l'État puisse avoir une visibilité
au niveau de cette activité, qui est une perte énorme pour le pays. Je crois que au cours de cette présentation, bon, on ne fait là que véhiculer nos messages et on va attendre évidemment les échanges pour pouvoir apporter plus de complémentarité à ce qui va manquer à cette présentation. Vous savez, une présentation ne saurait être totale parce qu'il y a toujours quelque chose à manquer. Donc, c'est au cours des débats que les réalités vont sortir et que le présentateur peut s'en sortir. Je pense que tous les thèmes qui seront présentés cette année, c'est des thèmes vraiment d'actualité. C'est des thèmes qui méritent d'être suivis, qui méritent d'être assistés par les gens. Même ceux qui ne sont pas du secteur minier seront intéressés. Vu en tout cas l'ensemble des thèmes que j'ai lus, je pense que vraiment ces journées vont donner une matière aux gens sur lesquels les gens peuvent cogiter pendant longtemps et même en tirer profit. Il y a des applications qui se font, qui ne sont pas partagées par tous les acteurs, ce qui n'est pas normal. Il faut qu'il y ait une certaine transparence, en tout cas dans la cohabitation, entre les différents acteurs. Ça c'est extrêmement important, ça c'est une difficulté. Et on a également des difficultés au niveau évidemment de l'artisanat minier en ce qui concerne son organisation. Et là aussi, il faudrait que nous puissions les organiser. Et pour cela, l'entente, la convergence entre les acteurs qui sont impliqués, les autorités qui sont impliquées, en tout cas au développement du secteur minier, cette entente est nécessaire évidemment pour en tout cas faire de ce secteur minier un véritable moteur économique du pays. Les investisseurs, moi, ce que je lance à l'endroit des investisseurs, c'est de se tranquilliser, de se dire que, en tout cas, ils seront bien accueillis au Mali pour toujours, ils seront bien accueillis toujours, et que avec la présence de la Chambre des mines du Mali, ils ont aujourd'hui un contrepoids, évidemment, qui est là, qui joue en leur faveur également. Bien vrai que c'est une institution créée par l'État. Nous sommes là pour faire la promotion du secteur minier, appuyer la promotion du secteur minier auprès de l'État et en même temps défendre les intérêts de l'État, mais nous défendons également les intérêts des investisseurs. Parce que pour que l'État ait des intérêts, il faut qu'il y ait des investisseurs dans le pays. Sans investisseurs, l'État ne peut pas avoir des intérêts. Donc, nous mettons la primauté sur la défense des intérêts de nos ressortissants, qui sont tous les acteurs, sans différence, que ce soit les grandes mines, les petites mines, l'emploi de recherche, ou bien le pétrole, le gaz, ou bien l'artisanat minier. Alors, donc, c'est tous les acteurs. Nous mettons la primauté sur leur défense par rapport à l'État, parce que pour que l'État puisse gagner, parce que l'État, c'est l'autre qui accueille. Donc, pour que les étrangers, il faut que les étrangers soient dans les conditions, il faut qu'ils travaillent dans la paix, dans la sécurité totale et bénéficier de certains avantages. Je crois que le code minier le dit, parce que tout investisseur bénéficie des avantages. D'abord, vous avez 3 ans sans payer d'exonération lorsque vous commencez à exploiter. Déjà, ça, c'est un avantage. Et deuxièmement, les bénéfices réalisés, vous pouvez les sortir sans taxation. Tout ça, c'est bien. Et vous avez le droit également d'ouvrir un compte en devise. Alors, donc, vous voyez, il y a énormément d'avantages que le code édicte, en tout cas, et qui sont en tout cas tous à l'avantage évidemment de l'investisseur. Donc, l'appel que je lance à l'investisseur, c'est dire que au Mali, ils trouveront en tout cas des textes toujours attirants, des textes qui les protègent, des textes qui vont les permettre évidemment de réaliser en tout cas leur vie dans notre pays.